nosotros, en espacios donde el aire es oscuro y tan espeso, que transmite las ondas de los crujidos, las pisadas de los conseguidos, de los grandes zapatos que golpean contra el piso superior, sobre las cabezas aquí, sobre las cabezas allá, las cabezas y las extremidades de los dedos que echan luz. Fulgurance, éclat, activé dans des zones occultes. Inutile de chercher à les trouver dans un ciel bleu. Pas même combiné avec des rouges ou des pourpres de certains crépuscules. Uniquement dans des sous-sols, dans des espaces où l'air est obscur et si épais qu'il transmet les ondes des craquements, les pas des brodequins, au-dessus des têtes à l'étage, ici, au-dessus des têtes, là-bas. Les têtes et les extrémités des doigts qui font de la lumière. Tant de têtes et de doigts en mouvement imperceptible, très souvent dépareillés, échangent des fulgurances qui fabriquent depuis leur circonvolution cérébrale et leurs ongles une forme de clarté et laissent s'échapper depuis leur cuir chevelu et leurs doigts une lumière qui les illumine et les rétro-alimente dans le silence. Au moins 30 têtes, et toutes sans dérèglement génétique. 600 doigts, 300 de mains et 300 de pieds. Les gabarits de toutes les têtes, leurs cheveux répondent à des caractéristiques féminines. Autrement dire, 30 femmes, vibrant et communiquant entre elles, se débattant dans l'étroitesse d'un espace intransgressible, comme des globules de longue sur son bras. Les 120 extrémités, 60 bras et 60 jambes, personne avec un bras en trop, personne avec une queue, des poumons, plus clairs ou plus sombres. Il n'est pas possible de déceler des différences. En réalité, il n'y a pas de différence, où elles sont sans importance. Personne ne peut dépasser les limites. Personne ne peut exprimer davantage que ce que les expressions des autres autorisent. Il y a des mesures imposées par les circonstances extérieures et des proportions déterminées par des accords mutuels. Il faut veiller à la condition qui les fait une, celle d'être vivante. Et les fulgurances, ce sont des regards qui se croisent dans l'espace, ce sont quelques mots, ils se frôlent, se frottent dans l'air, produisent de la lumière, les pupilles se dilatent, elles peuvent se voir les unes les autres, elles se voient, essayant de bouger, de se regarder, elles rient, aux fulgurances s'ajoutent les sons, le mouvement les fait rire, elles étouffent les gloussements, les déchaînent, se souviennent du mythe, se taisent. L'air est une masse de pensée qui surgit de tous les orifices, de tous les corps, les obtures. Il y a des surfaces rugueuses, des ciments, le ciment de la cellule du fond, parfait pour limer l'os, râpé et râpé. La poussière blanche qui se dépose, se volatilise, croît, disparaît, mais par où? Le morceau entier que la main soutient, frotte encore et frotte enflammée et chaude, se transforme jusqu'à n'être qu'un anneau. Un porte-clés, un pendentif. Une aiguille et de la salive. L'acide de la salive et le mouvement de l'aiguille pour donner une forme au
de la fleur, au bec de l'infime oiseau essayant de prendre son envol depuis l'anneau, aux mains entrecroisées qui, jointes, ne mesurent pas un demi-centimètre. Pour quelqu'un avec les doigts fins, comme Chana, il y a des surfaces rugueuses, le ciment de la cellule, la peau telle qu'elle devient dans les sous-sols. Le bruit du métal, les grilles frappant le mur humide, la gardienne, fichant tous ses angles, son nez et ses dents à l'entrée du pavillon pour lâcher le hurlement. Il est interdit de râper des os sur le ciment, et vous le savez très bien. Et le bruit du métal à nouveau, et du cadenas. Susanna se tient debout face à la grille et n'émet aucun son. Elle retrousse seulement le côté gauche de sa lèvre supérieure et baisse les paupières. Elle se tourne et marche vers la geôle. L'os à la main, elle râpe et râpe. La peau de ses doigts se détache peu à peu, mélangée à la poussière blanche qui empilait. Les peaux, l'épiderme et tous ses orifices. Pour qu'il entre quoi? Pour que n'y entre pas quoi? 30 peaux, 30 textures, et de nombreux orifices sortent des poils. Tant de poils partout, et une seule pince à épiler, que l'on conserve avec les autres trésors. La radio à transistor, le bracelet montre, les 3 pots de stylo à billes et les 2 aiguilles à coudre. Sous le carreau décollé de la salle de bain. Le soulever et creuser leur a pris 1 mois de travail. Il y a des éclats de lumière. Ce ne sont pas les aiguilles qui se trouvent sous les carreaux. Ce sont quelques mots qui courent entre bouche et oreille. 60 oreilles, 30 bouches qui vont de l'une à l'autre. Des sons qui disent « Susanna, fais-moi le bruit !» Des éclats qui peuvent être des mots ou l'énergie d'un cafard se soulager vers une caverne. Ou le bruit de la respiration de Maura, qui est tellement robuste malgré toutes ces années et sa mauvaise humeur. Ses chairs fermes, tendues, ses cheveux épais, raides, ses iris grands, tendus, ses cendriers, des assiettes faites de riz blanc, pétries de ce riz qu'on leur a distribué en guise de déjeuner il y a 3 mois environ, quand on leur donnait encore un peu de nourriture, et dont elle a utilisé les restes pour s'occuper, de donner une tâche, une grosse tâche, tendue. Les cendriers blancs, secs, accumulés sous son lit. Des éclats qui peuvent être l'énergie d'un cafard essayant de rejoindre sa caverne, ou le bruit de la respiration de Maura. Maura respire. Et Griselda respire, en concentrant dans un coin de l'espace, de l'obscurité de l'espace, les différentes formes d'imagination et de mémoire qui lui permettent de reconstruire les pages de Grande Sertale, Vendas. Les épisodes, les métaphores,
y en a 20, destinés à l'antidurine. Travail de Dora. Il y a de moins en moins de feuilles, mais la bibliothèque s'étoffe. Et Liliane, spécialiste maintenant à force, fabriquera le tampon vaginal, imperméable, enveloppé de couches de polyéthylène de quelques sacs entrés là à l'époque où il était encore permis de leur déposer quelques nourritures, scellés à la braise de cigarette et introduits, avec ou sans règle. Jusqu'à présent, elles sont parvenues que lors des fouilles, ils y mettent les doigts. Tout ce qui a pu être conservé via le vagin a pu être sauvé. La bibliothèque est indispensable. Elle contient leurs pensées, leur patrimoine intellectuel, leur apprentissage, l'enseignement de l'une à l'autre, l'échange, la justification de résister. La bibliothèque confirme l'existence de tout, de chacune. Elle est tellement robuste, Mahoma, du haut de ses 65 ans. Elle est tellement dure. Fulgores. Fulgurance. Il y a certains éclats, ceux des yeux des 28, des 30 têtes, faiblissants, s'accélérant jusqu'au lendemain. 2 en alerte. 2. Toutes les 2 heures, Il faut veiller au repos du plus grand nombre. il faut essayer de déceler les mouvements à l'étage supérieur. Des gens entrent, Des gens sortent, des sons émergent, des cris de douleur, des rires, de la musique, des insultes. Il faut essayer de savoir, avec un peu d'avance, ce que ceux qui marchent en haut peuvent décider à propos de leur corps. Il faut surveiller ceux qui les surveillent. Ensuite, long, le silence. Bertha et Monica dans le coin des sentinelles, attendant. Et rien. Rien à interpréter. Durant les dernières 40 minutes, rien qu'il ne soit nécessaire de déchiffrer pour les autres. Et maintenant, un crissement, un grincement métallique. Leurs 2 têtes féminines se tournent à la recherche, c'est à l'intérieur. C'est Béatrice qui fait bouger les élastiques du maillage de métal dans un effort pour s'extraire du puits de la couchette supérieure. Et elle saute Béatrice, qui va uriner. De ses petits pas lents, pour ne pas provoquer de réaction des policiers qui les mettent en joue. De là-haut, du dehors, du canon de la fusille, à travers les barreaux des spiraux du sous-sol. Elle entrouvre la salle d'eau et entre. Elle revient vite. Elle fait un signe de la main à Bertha et Monica. Rien de neuf. Pose un pied sous la couchette inférieure et déraye Sylvia. Elle saute et s'enfonce dans le cul de métal tissé. Sylvia se tourne d'un côté et de l'autre de son enfoncement. Elle sent une pression sur la vessie. Le balancement du lit à cause du retour de Béatrice. Elle sent et une pression sur la vessie. Elle pointe ses pieds. Elle marche lentement, à grands pas, s'appuyant plus sur la pointe que sur les talons. Elle entre dans la salle d'eau, ressort très vite. Elle braque Bertha et Monica de ses yeux grands ouverts. Elle nie la tête. Elle mange sa couchette, entre et se couvre. Elle secoue Béatrice. Où la joie. Où la joie. Un
paupières et front circulaient à des vitesses non répertoriées. Et elles sont habituées à la récompense de l'action et parviennent à se saluer et à se sourire. Et à se saluer encore une fois. Elles se voient, Se marrent, bâtissent des conversations suivies, ou ne se reconnaissent pas elles-mêmes, Où elles s'interrogent et se donnent la réponse. où elles s'observent extasiées tout le temps que dure la joie. mais elles n'attendent rien. La joie fait partie de ce qui va venir sans qu'on l'attende. Elle doit être là. Il doit y en avoir. Le drap se déplie. 4 mains, 2 à chaque extrémité. l'étier l'accroche au rebord des couchettes en le coinçant. Entre le matelas et le métal. Ce sera le rideau. Le fond de la scène. Plus de 20 têtes se tendent vers le haut pour essayer de comprendre les gestes préparatoires. Le cri L'espion n'est pas libre et provoque des rires. et encore des rires. Qui tourne sur un même axe, en rond, s'insinuant dans les bruits, comme de la fumée, en attendant l'arrivée du prochain. Des doigts émergeant de derrière le rideau annoncent le début. Et tandis que les voix, les bruits ne cessent pas, un garde prétorien se glisse sous le drap, imposant le silence. Les têtes semblent des reflets. Les yeux s'ouvrent et se ferment dans l'excitation. Et comment l'ont-elles fait? D'où ont-elles sorti autant de papier argenté? Comment ont-elles fabriqué les sandales? Et le garde prétorien, brandissant le balai comme une lance et répondant des papiers de cigarettes de l'an dernier. Mais si le groupe de théâtre qui débute vendredi prochain imagine utiliser les mêmes moyens, il est mort. Nous avons tout utilisé. Et les cris du public. Tais-toi, le prétorien! On va t'exproprier le papier argenté tout de suite! Allez, que le spectacle commence. Et Cléopâtre! Laissant voir la moitié de son corps et roulant dans des cervelles qui tiennent lieu de tapis, surgissant de cet amas et allongeant son corps sur le sol de dalles noires et ébréchées, couverte d'une chemise de nuit, sûrement celle de Maura, oui, haussant les sourcils et fronçant les lèvres. Cléopâtre, regardant le public assis autour d'elle, les jambes pendant des couchettes supérieures, lui lançant des regards certainement très semblables à ceux que la pharaone lançait, arrogante, sur ses sujets. Bien sûr. Et Jules César, enveloppé dans son autre drap de sa voix forte appelant Léo, Léo, la lumière de tes yeux violets. les yeux violets, c'est l'histoire, imbécile. Non, c'est pas pareil. Annonce Jules César, s'il vous plaît, n'insultez pas ma reine. Et la reine, assumant son rôle, haussant le sourcil droit, Si. Ok, le garde prétorien répond en baissant sa lance et en maniant le sein. Jules César est un vieux libidineux. Faites venir Marc-Antoine. Et Marc-Antoine, émergeant des coulisses, dans un autre drap, enveloppé, les bras levés vers le peuple qui l'acclame. Et s'incrustant dans les espaces que laissent entre les unes et les autres les mots. Voici mon peuple. Le peuple pour lequel je lutte. Celui qui me justifie. tandis que Cléopâtre ne parvient pas à réprimer des rires contenus dans les larmes jusqu'à sa gorge. Et le public depuis les couchettes. C'est ça, c'est ça, c'est ça,
le tiraillant et l'arrachant. Et les policiers avec leur escorte reculant, visant, reculant et sortant. Cherchant et grandissant leurs trophées, leur étendard. Quittant la scène. Et le bruit du canonnat. Et Andrea, du fond du pavillon, défaisant son lit et traversant les flèches de lumière de tant Dieu, voilà un autre drap. Et les mains qui le tombent, construisant à nouveau la scène. La pared y la humedad de la pared. Los cables eléctricos atravesándola desde quién sabe cuántos años. Triturados, transmitiendo la corriente hasta los hombros que se apoyan en las cabezas. La cabeza iluminando el muro con los ojos que se desplazan buscando el origen de cada movimiento, el sonido. Le mur et l'humidité du mur. Les câbles électriques le traversant qui sait depuis combien d'années. Triturés. Transmettre le courant jusqu'aux épaules qui s'y appuient. Les têtes. Les têtes illuminant le mur de leurs yeux, qui se déplacent, cherchant l'origine de chaque mouvement, du son. C'est Flore qui se gratte. Flore qui irrite le psoriasis de ses jambes, de ses ongles courts et bourrés de convolatine. Blanche, ne te gratte pas, la voix aiguë. Tu arraches des morceaux. Véronica explore les mouvements de la main de Flore, répète d'un ton professionnel. Frotte-toi avec la paume. Mets de l'eau. Flore se découvre avec les pommettes indifférentes et obéit. Elle se frotte avec les paumes. Elle marche lentement vers la salle de bain et s'asperge d'eau. Claudia dégage ses bras depuis les couchettes du fond du pavillon, depuis le coin des nouvelles et appelle. Tous les fronts tendus se tournent vers elle. Deux y vont et reviennent informer les autres. Trois des larmes suivisent ont été abattus par les forces combinées de l'armée et de la police dans une duration régulière des divers armées et de la réservation de l'ordre régulière de la police s'occupant du force de l'ordre sans maîtriser l'armée. Quand les forces de l'ordre ont tenté de maîtriser les occupants du logement situé au 126 de la rue Burgard, parmi eux, une jeune femme enceinte de quelques mois. Ils ont résisté devant une fusillade dans laquelle les trois terroristes ont été abattus. Jusqu'à présent, on ne connaît que l'identité de la femme, Marisa Elsa Sierra, originaire de Los Ralos. En charge de maintenir informées les 30 têtes. Elle secoue les bras et la frange noire et raide qui danse sur ses sourcils italiens en angle. De derrière la couchette de Mahoran, cachée par l'amas de cendrier de riz et les piles d'éléments que la vieille thésaurise, Claudia transmet ce qu'elle transpire et ce qu'elle entend. Par les pores de son cou et de ses paumes, elle laisse s'échapper un liquide qui est presque de l'urine. Ils disent qu'ils ont résisté. D'une bouche sort, Marisa n'avait pas d'âme et n'en a jamais eu. Et l'épaisseur de l'air se solidifie, immobilisant les bras et les têtes pour un moment. Attention, cachez la radio, le repas arrive. Bertha, tournant son visage en arrière et captant des bruits métalliques de marmite et de louche comme un radar, de plaies et de pieds contre les sols carrés. La gardienne! Et elle ouvre la grille. La gardienne, blonde à boucles plaquées au cuir chevelu, avec un tic qui lui ferme l'œil droit chaque quart de minute. Et l'autre, pâle et les yeux cernés aux cheveux noirs et raides, attachée avec une barrette argentée incrustée sur la nuque. Celle aux yeux cernés, avec la grande marmite dans les mains, avec une expression de « prenez ça », et Olga, tendant les bras encore immobiles, automatique. Olga, chargée de recevoir et de distribuer la nourriture du jour avec Thelma. Demain, Sarah, avec Teresa. Les yeux d'Olga s'approchant de l'intérieur du contenu liquide et grisâtre, elle annonce encore de la soupe, tandis que les gardiennes ferment les grilles et s'en vont. Et
son nez entre les barreaux de fer, colle ses pommettes et précise « À partir d'aujourd'hui, soupe sans os. Interdiction de fabriquer des bagues dans les cellules de ciment. » Et elle esquisse un sourire aux dents écartées et jaunes, comme des os, comme les meilleurs os à moelle, les plus durs, ceux qui peuvent aussi servir pour de délicates boucles d'oreilles. En quelle forme de lac et d'épaisseur, en quelle splendeur de recoin, en quel cœur, en quels ensembles de voix matinales, en quels cris. Thelma finit le liquide et débarrasse la table de son assiette et de sa cuillère, et le banc de ses cuisses et de son large fessier. Débarrasse, ramollit. Et elle marche. Et les autres pieds marchent. Et les têtes se transportent les unes derrière les autres. Et les assiettes sont transportées par les mains. Et empilées dans le lavabo de la salle d'eau. Olga lave. Foudre, fulgurance, étalir, éclat, activé dans des zones occultes par la puissance de la faim. Activados en las zonas ocultas por la potencia del hambre. Les corps légers, somnolents, accommodent leurs cellules aux ondulations des lits. Les paupières tombant sur tout le visage, sur toute la peau, sur les faits. Il y a des fulgurances. C'est le frottement des molécules qui forment les muscles et les parois de l'estomac. Elles sortent par les nombrils, par les bouches, se rencontrent dans l'air, s'entrechoquent, produisent de la lumière. Elles attirent l'attention des têtes, les paupières se lèvent, les regards se croisent, se reconnaissent, se parlent. Carla dit « Je vous raconte un film !» Celles qui veulent écouter Boulskas, qu'elles se rapprochent. Et 30 estomacs se logent autour du lit de Carla, sur le sol, penchés sur les couchettes hautes, assis sur les basses, et s'ouvrent pour déglutir les gestes, les regards, les mots que Carla prononce
syllabe par syllabe. Les couleurs. Les sépias. Les chevaux. La bicyclette magique. La musique maîtrenée. Marron du soleil. Les yeux de Palmioma. Les tirs, les mouvements des chapeaux. La poussière et la sueur collant les corps au chemin. La robe froufroutante de la nuit. Le maillage. La lumière des déserts. L'agonie. Figée dans l'éclat d'un ciel bleu. La mort suspendue dans l'air chaud. Les têtes, les bras, les pieds tentent d'oublier les viscères. Sarah plie avec insistance les doigts de son pied droit, les comprime, les tend, les étire. De l'extrémité opposée, elle les observe, les mesure, les calcule. De sa bouche entrouverte sort « Il va sûrement pleuvoir. Mes oignons de pied me font mal. » Les têtes se lèvent contre l'air obscurci. Les yeux transpercent le tissu d'acier et les barreaux des fenêtres hautes, impossibles. Par l'espace d'une ouverture de 50 cm, elles peuvent se faire une idée du ciel. Elles cherchent à savoir, se mobilisent, appuient leur corps contre les murs, les étirent, glissent, prennent plusieurs angles. Elles ne parviennent qu'à un gris qu'on dirait du plomb, qui peut aussi bien être un ciel de tempête qu'un crépuscule filtré par les ombres. Seconde, geste, minute, expression. Liliana, Elisabeth et Thelma grandissent, se dupliquent, sont leur propre discours, leur leçon dramatique. De français. D'histoire. Les trois groupes s'interpellent. Parlez moins fort, hein, vous empêchez les autres de travailler. Elles se rejoignent pour leur manière de s'exprimer. Chacune d'elles est parfois le miroir des autres. C'est pas moi qui crie, c'est toi, Liliana, crie Thelma. Et Elisabeth les regarde incrédule et leur crie « Taisez-vous !» Vous déconcentrez-vous. Et les trois leçons avancent en silence. Et le temps avance par et en silence. Jusqu'à ce que Andrea et Célia, depuis leur poste de surveillance, bougent les bras, les muscles du visage, montrent les dents, désignent les barreaux de la porte. Dispersez-vous, quelqu'un vient! Les bancs d'intervention se séparent, se déplacent, se tendent vers l'ouverture du pavillon. Le bruit de cadenas. Les grilles qui s'ouvrent. Deux gardiennes, l'une avec toutes les clés dans la main, l'autre avec le grand récipient métallique qui se balance et dégage des vapeurs de je ne sais quoi, mais chaud. Susanna voit la gardienne, aux clés, regarder vers l'endroit où l'on était en train de faire court. Suit son regard, vérifie qu'aucune note n'est restée. Les papiers sur les lits. Gloria aussi est en alerte. Elle s'affaire, avec les 30 cuillères, et faisant tâter vers la longue table de bois, distrait l'attention de la gardienne, ou essaye. Que faites-vous, mesdames? Vous savez qu'ici on ne fait pas cours et qu'on ne chante pas, ce n'est pas l'université ici. Et on ne se réunit pas en groupe de plus de 3, alors attention, sort de la bouche ouverte de la gardienne. Il y a trop peu de nourriture, répond Olga. Il n'y en a pas assez. Et le bruit du cadenas. Celle aux yeux cernés et aux cheveux noirs se retourne. Elle précise. Nous avons l'ordre de vous donner 7 quantités, mesdames. C'est ce qu'on nous apporte pour vous toutes.
Et elle sort, avec sa barrette argentée incrustée dans la nuque. Et la blonde, estimez-vous heureuse qu'il y ait quelque chose et d'être encore en vie? Et elle s'éloigne d'un pied de policier. Sylvia observe le visage de Claudia. Claudia observe Susanna. Susanna prête attention à Elvira. Elvira cherche Dora et Laetitia. Thelma distribue la polenta. Prend dans une assiette pour en compléter une autre, mesure, calcule et racle le fond de la marmite. Approchez-vous du faisan, princesse. Et quelques rires, des sourires lents se font place autour de la table de bois. Il pleut, annonce Sarah, et certains arrêtent leur cuillère pour observer le filet d'eau qui s'infiltre par une brèche entre le grillage et la fenêtre. Les autres mangent, elles s'observent manger, elles mangent. Olga ramasse les assiettes de la table. Thelma lave. Encore les cadenas, Les grilles qui s'ouvrent. les deux gardiennes. Et 2 de plus du tour de nuit. Elle crie vérification, mesdames. Les têtes forment une file. Les mains dans le dos, crie la blonde. Et elle compte. Se raidissent. Où est celle qui manque? Elle recommence à compter. Répondez, dit celle aux yeux cernés. Elle s'est enfuie par le toit. Vous avez mis Sonia à voix basse. Taisez-vous, madame, et répondez-moi. Et Thelma apparaît hors de la salle d'eau, les mains pleines de mousse, et crie « Un rat dans la poubelle, gardienne !» Et tous les visages rieurs et apeurés. Mesdames, rentrez dans la file et en silence, prononce avec les dents celle du nouveau tour. Et Sonia, et comment allez-vous nous punir alors que nous n'avons même plus à manger, gardienne? Et elles écoutent les grilles frapper le cadre de métal et le cadenas strident, et les 4 femmes en uniforme s'en aller, et quelques rires, des insultes, restent et se mobilisent dans l'air obscur, tournant, en rotation, perdant de l'énergie. Ah, celle aux yeux cernés revient et s'approche et lâche. Vous qui êtes si créative, vous devriez savoir qu'il y a toujours une autre manière, différente. Et Sarah, on dirait que vous êtes plus créative que nous, gardienne. Et 30 gorges avalent de la salive. Et encore de la salive. Elle s'approche presque toutes d'Estella. Estella est l'attraction, l'aimant de la nuit. Estella, qui se prépare sur la midi, fait tourner ses doigts habiles, fabrique des cigarettes, administre le tabac. Il n'y en a presque plus, commente-t-elle. Partageons ces 6-là entre nous 30. Estella pointe le bout de sa langue, humidifie le papier, colle. Mouillez les mains, elle se déchire, sort de la bouche de ses plats. Et Estella, tais-toi et fume. Il ne reste pas beaucoup de ses privilèges. Elles se regardent entre elles et aspirent la fumée jusqu'à l'estomac. Chaque cigarette qui vient d'être roulée passe de bouche en bouche. Les lumières qui s'éteignent, les têtes, les esprits se préparent au sommeil. Elles émettent des sons, des mots. Des rires d'un lit à l'autre se font des farces. Celle d'en bas passe les doigts dans les trous des élastiques des lits du haut. Celles qui couchent en haut protestent. Tape celles qui sont en bas le grand rayé. Encore des rires étouffés. Des pas derrière des grilles. Une gardienne qui approche. Mesdames, fini de rire, c'est l'heure de dormir. Et elle reste là, silencieuse,
Déborah effectue les 2 premières heures du tour de garde de la nuit. Elle reste silencieuse, cachée dans un recoin entre le sol et la dernière couchette, là où l'ampoule de sécurité éclaire à peine. Déborah bouge. On l'entend. On peut entendre son matelas, le grincement opaque figé dans l'air. La respiration régulière et creuse. Le réarrangement de ses os. Le frôlement des cheveux raides et durs contre le tissu rugueux des draps. Ada ouvre ses corps. Elle est attentive à son poste. Déborah tourne tout son corps. Émet des bruits par sa bouche entrouverte. Revient à sa position première. S'agite, tiraille les couvertures presque avec les ongles. Elle se couvre la bouche d'une main, se redresse, s'assoit, comme mue par un ressort le long de son dos, rigide, yeux ouverts noirs, et elle pousse un cri. Les autres se réveillent, elles s'assoient. Les créatives font des boucles, tout droit, se débattent, semblent tous les trous dans l'air. Déborah répond en perfectionnant son cri, en affinant le son, en polissant les accords. Les corps qui sautent des lits entourent la couchette de Déborah, Dégagent des aigreurs de peur par leur corps. Libère les bouffées d'affection et de silence. Des pas derrière les barreaux qui s'approchent et grandissent. La gardienne, le nez couvert. Qu'y a-t-il, mesdames? La voix de la Metcha touchant l'épaule la plus proche de Déborah. La naissance du cou, de la nuque. Qu'est-ce qui t'arrive, Déborah? Et Déborah, la gencive rougie, chaude. J'ai mal à cette dent. Elle presse sa tempe avec ses doigts. Elle a mal à une dent, gardienne. Et la gardienne, que la détenue cesse de crier, qu'elle se taise. Et Déborah, j'ai besoin d'un dentiste, d'un calmant, je deviens folle gardienne, faites venir l'infirmier. Et la gardienne, changez de ton, ce n'est pas un hôtel de luxe ici, et si vous ne criez pas, j'appelle personne. Et Déborah, j'ai besoin d'un dentiste, d'un calmant. Elle augmente les décibels, fait exploser ses yeux dans leurs orbites, son visage se mouille, la salive se mêle aux larmes. Je ne supporte plus la douleur l'instelle, je ne la supporte plus. Et la voix de la gardienne depuis la salle de garde, je vous ai prévenu, si vous criez pas de calmant. S'en allant, la gardienne, sortant du champ visuel de Déborah et de toutes les autres. Une voix de plus, 2 voix. Gardienne, appelez l'infirmier, s'il vous plaît. Sans réponse. Et Déborah, s'enfonçant dans les noirceurs de sa bouche, dans les trous perméables de ses caries. Elle bouge, elle regagne leur vie. Elle ne se rendort pas. Les lumières de la nuit extérieure se mêlent aux reflets de la nuit intérieure. Ils s'agitent entre eux. Ils s'usent les uns les autres, se consument. Déborah ne cesse d'émettre des sons. Les 30 paires d'yeux restent ouvertes, battant des cils au rythme des grossièretés de Déborah, jusqu'à ce que le jour vienne. Et arrive l'appel, l'heure de la douche froide. Et le moment de ce que les gardiennes appellent le petit déjeuner. Et après avoir avalé le liquide verdâtre, les différentes modalités du silence ou du bruit. Andrea tente de se concentrer sur le récit répété et toujours modifié de Bertha. La seule chose importante, c'est l'essence. Parce que les interprétations peuvent être infinies. Et les faits sont complexes. Se justifie Bertha en voyant flotter des sourires ironiques. Mais il y a de petits bruits qui l'absorbent, qu'elle reconnaît et qui l'attirent. Et ils se produisent dehors. Andrea oublie Bertha.
épie par la fente entre le battant et l'encadrement de la fenêtre, et elle voit. Elle voit les chaussures hautes, marron, cirées de sa mère. Ma maman, dit-elle, et elle est avec d'autres mères. L'écorce détache des couchettes, s'allongeant, on dirait des chewing-gums, s'étirant en bras, écrous et yeux désorbités, avides, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place sur la table. Et Elles viennent déposer des papiers de quelque chose d'ici là. Andrea glisse et tombe, et deux d'en haut l'aident à récupérer ses 10 cm². Elle monte, elle se réincorpore au groupe. Elle presse son corps contre le mur, sa gorge contre le bord en bois, ses lèvres rondes contre le grillage. Elle l'écarte et elle dit « Maman !» à voix basse. Et les bruits diminuant, et les chut dans le sous-sol. Les muscles se raidissent, les tendons immobilisent doigts et mots. « Maman !» répète-t-elle. « Fais un pas en arrière, c'est ça. Encore un. Comment va papa? Ne dis rien. Ne regarde pas en bas, il se rendre compte. J'ai reconnu tes chaussures. Écoute-moi, retiens bien ce numéro de téléphone. 25 27 79. C'est celui de la famille de Deborah Glovski. Ne les cherche pas ici maintenant. Appelle-les après, de la maison. Dis-leur de faire pression pour un dentiste. Deborah ne supporte plus la douleur. Maman, achète-toi des chaussures neuves, celle-ci date du début du siècle. Qu'est-ce que vous apportez? Pourquoi autant de mères sont-elles venues? Ne dis rien. On va bien, mais on ne nous donne pas assez à manger. Maman, demandez un dentiste pour Déborah. Les chaussures marron qui s'éloignent d'un pas, 2 pas, 3 pas de plus vers l'arrière. Et les corps se relâchent. Les pieds nus sur le bois de la planche se déplacent et font du bruit. Et sautent sur le sol calme. Que se passe-t-il? La question court de mettre en fait, en suspens dans l'air du sous-sol, frappant un front, un autre, rebondissant. Et dispersant les regards, la voix d'Elisabeth. Andrea, ta maman me semble. Et Andrea, ciao maman. Et la voix, entrant à travers le grillage et les barreaux. Mataron a Juan Carlos. Ils ont tué Juan Carlos. Et Andrea, quel Juan Carlos, mon cousin ou ton voisin? Tu primo. Et la mère? Yo voy a llamar al padre de Deborah. Dis-leur que je vais appeler le père de Déborah. Dile que se calme. Dis-lui de se calmer. Et les chaussures ne s'arrêtent pas. Elles ne cessent pas leur rythme collé aux fenêtres du sous-sol et se perdent. Et Andrea s'assoit sur sa couchette, les pieds nus touchant le sol, les talons en suspens, les genoux ouverts, les coudes plantés dans les cuisses, et ses mains lui couvrant le visage, et elle dit « Pourquoi Juan Carlos ?» Silvia s'approche. L'avocat? Elle veut répondre oui, mais elle hoche seulement la tête. Déborah pousse un soupir, et puis un cri. Elle crie « Gardienne, j'ai besoin d'un camion !» Et on n'entend des pas, ils viennent de derrière la grille. Et c'est une autre gardienne, celle de la garde du jour. J'ai l'ordre de ne pas appeler l'infirmier si vous criez. Elle regarde, curieuse. Liliane s'approche de la grille et lui demande « Gardienne, pourquoi y avait-il autant de mères dehors ?» La gardienne regarde derrière elle, vers la porte de la poste de police, vérifie que personne n'écoute dans son dos. Ils les ont autorisés à apporter des paquets une fois par mois avec du coton, du dentifrice et du papier toilette, parce qu'il n'y aura plus de visite cette année ni l'année prochaine, prononce-t-elle en mâchant les lettres, en triturant les voyelles sur sa langue. Si certaines d'entre vous ne sont pas encore habillées, qu'elles me passent, mesdames. Le personnel masculin arrive. Olga et Elisabeth s'approchent et demandent « Que viennent-ils faire, gardienne ?» Et je ne sais pas.
part, Pompée. Et elle tourne le dos à la grille, passe la tête dans le poste de garde et crie « Ils sont là !» Une autre gardienne dit oui, ils attendent, et ils entrent. 2 policiers en uniforme, avec 2 pistolets à souder et des casques de protection, et une plaque de métal carrée et épaisse. Et ils l'appuient contre les barreaux de la porte. 30 têtes, 60 bras se déplacent à la vitesse des doutes. S'approche. S'accumule dans la zone, essaye de demander que souhaite-t-il, Soupçonnant la réponse, Et elle voit les étincelles sauter, toucher le plafond du sous-sol et retomber. Les couleurs se répandre dans cette lumière éphémère et ouverte. les yeux concentrés, presque en transe, voyant fondre les tons dans l'air toujours plus épais, bien qu'il n'y ait plus de tabac. Elisabeth. Liliana, Bertha, du fond du sous-sol, laisse sortir. Il murmure. La plaque de métal couvre les barreaux du sol presque jusqu'au plafond et laisse une ouverture de 10 cm en haut. S'il ne condamne pas cette fente, on pourra encore espionner les gardiennes depuis la couchette du haut, dit Dora, s'écrasant le front, les mains, essayant de ne pas entendre le bruit des machines, de ne pas voir les couleurs du feu, de ne pas entendre l'éparpillement, fulgurance, éclat, activé dans des zones occultes. Inutile de chercher à les trouver dans un ciel bleu, pas même combiné avec des rouges ou des pourpres de certains crépuscules. Nous sommes ce sous-sol, ce nœud serré de l'histoire. Nous sommes la force et l'ingéniosité avec lesquelles nous nous détachons. Nous sommes la soudure Y cada chispa, el cuerpo de todas somos. et chaque étincelle. Nous sommes le corps de toutes, El gran cuerpo completo. le grand corps complet, Tout le corps. Su sangre somos y los huesos. son sang, nous sommes, et les os, La peau et la respiration. Y la vagina del mundo somos. La gran vagina. et le vagin du monde, nous sommes, le grand vagin. Nous sommes l'urine produite par toute l'espèce humaine. L'urine de la vie. Y somos el origen de la orina. Et nous sommes l'origine de l'urine, L'aliment. Y cada carcajada. Et chaque éclat de rire. les différentes manières de mourir et d'éclater de rire. Somos la destrucción del escenario. Nous sommes la destruction de la scène. Et les options infinies pour la reconstruire. Somos el lienzo blanco. Nous sommes l'écran blanc et cette paralysie de l'air. Nous sommes la démangeaison du psoriasis. La gran psoriasis de la historia somos. Le grand psoriasis de l'histoire du monde, nous sommes. Le tic nerveux actif durant les heures du sommeil le plus profond. El cuerpo somos. Y el hambre de ese cuerpo. le corps, nous sommes. Et la fin de ce corps. Somos la sopa y somos el hambre. Nous sommes la soupe dans la marmite. Nous sommes la faim, et ce que l'on peut et ne peut pas faire pour la rassasier. Somos el alarido en medio de la noche. Nous sommes le hurlement au milieu de la nuit. Nous sommes les 2 molaires qui manquent. Et surtout, nous sommes les canines qui sont restées. El grito de dolor, la caries. Le cri de douleur, les caries. Los calmantes, los tobillos. Les calmants. Les chevilles. Nous sommes les chevilles de nos mères qui soutiennent leur corps, leur fatigue. Los músculos somos. Les muscles, nous sommes. Nous sommes cette grande machine à souder. Esa gran chispa. Cette grande étincelle. Et nous sommes l'armure. El ristre cómodo. La cuirasse commode. La lanza. Les vêtements qui nous couvrent. La ropa. Toujours portée. Siempre puesta.
Nadia, Alizée, Claire, Juliette, Élodie, Marion, Tiffaine, Chloé, Stéphanie, Sabrina, Héloïse, Aurélie, Alice, Aurélie, Mercedes, Élodie, Elisabeth, Leïla, Laura, Aude, Géraldine Berger particulièrement, qui m'a vraiment beaucoup aidée dans ce travail, Elsa, Marion,